Ok, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve à nouveau dans l'amphi où il n'y a pas de câble HDMI là-bas et où le micro ici est impossible à mettre à proximité de mon visage. Donc, je vais rester ici et crier pendant 1h20. Donc, il me semble qu'on s'était laissé, on était resté sur 7 diapositives la dernière fois. C'est bien ça? Non? C'était avant? Oui, merci. Où on avait la tentative de retrouver et isoler le virus de la grippe espagnole. Projet mené par Johan Hultin. Donc, pour rappel, ils vont dans le Grand Nord, dans l'Alaska, ils trouvent des fosses communes où sont enterrées des victimes de la grippe espagnole. Ils trouvent 4 dépouilles, ils prélèvent du tissu sur les 8 poumons et ils mettent des échantillons sur la carboglace. Ils les ramènent jusqu'à leur laboratoire à Lioua, donc ils regardent en histologie et ils trouvent voilà, qu'ils ont, ils valident que ces personnes-là avaient des pneumonies. Sur une partie des échantillons, ils les ensemencent sur les boîtes de pétri pour essayer de cultiver des bactéries. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent de l'Haemophilus influenzae et du Streptococcus pneumoniae. Donc, ce qui confirme cette idée que la grippe espagnole était très sévère à cause des co-infections bactériennes. Et en parallèle, ils essayent d'isoler un virus. Et donc, à l'époque, ce qu'ils avaient en début des années 1950, c'était la culture sur des œufs embryonnés et une inoculation in vivo chez les furets. Rien ne pousse. Donc, ils n'arrivent pas à cultiver le virus de la grippe espagnole. Donc, on reste là pour l'instant. Alors, donc on arrive à cette troisième partie du cours où on se situe à la fin des années 1950, le début des années 1960, où on a vraiment compris comment fonctionnent des virus. Et donc, on commence à pouvoir décrire le cycle de réplication chez différents types de virus. Alors, à la fin des années 1950, André Lvov de l'Institut Pasteur a essayé de rassembler tout ce qui était connu à l'époque sur la nature des virus. Qu'est-ce qui caractérise les virus? Et en effet, on avait accumulé un certain nombre d'observations concernant la biochimie, la morphologie et le mode de réplication des virus. Donc, André Lvov a essayé de mettre tout ça ensemble. Et donc, pour les caractéristiques de virus, il avait dit que bon, les virus sont des agents infectieux dont la particule infectieuse a une taille inférieure à 250 nanomètres pour les distinguer des bactéries. Lorsqu'on regarde dans une particule virale purifiée, on peut trouver soit de l'ADN, soit de l'ARN, mais pas les deux. Et ça, c'est quelque chose qui distingue les virus de toute forme de vie cellulaire, car dans n'importe quelle cellule, le génome, c'est en ADN double brun, et pour exprimer des gènes, la cellule a besoin de traduire ces gènes ou l'information biologique de l'ADN en protéines. Et pour cela, la cellule a besoin de contenir des ARN messagers, des ARN de transfert et de l'ARN ribosomique. Donc, toute cellule comprend les deux types d'acides nucléiques, ADN et ARN. Alors, les virus, quel est leur mode de vie? Donc, les virus sont les parasites intracellulaires obligatoires. Ils sont incapables de croître sur un milieu de culture et ils sont dépendants de leurs cellules hôtes car ils ne possèdent pas l'équipement ou la machinerie enzymatique nécessaire
pour générer de l'énergie métabolique, ils n'ont pas de métabolisme, et aussi pour synthétiser leurs propres protéines. Donc les virus dépendent de la cellule pour ces fonctions essentielles. Et la dernière observation de Lvov, c'était que lorsqu'on regarde la réplication virale, on se rend compte que les virus ne se multiplient pas par division binaire ou scisciparité. Et on peut aussi rajouter, c'est pas dans la liste de Lvov, mais c'est quand même une caractéristique partagée par tous les virus. Lorsqu'on regarde dans leur génome, il n'y a aucun virus qui code ou qui porte un gène qui code pour de l'ARN ribosomique. Et ça, c'est vraiment surprenant parce que c'est carrément la molécule qui est la plus conservée dans tout le reste du vivant. Donc, on va regarder un petit peu les différents critères de Lvov pour se dire à quel point c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que là, c'était la définition de 1957 et depuis, on a accumulé d'autres observations. Alors, son premier critère, les particules virales sont de taille inférieure à 250 nanomètres. Donc, à l'époque d'André Lvov, le virus le plus gros qui était connu était les poxvirus. Donc ça, c'est une particule du virus de la variole, il me semble, et la barre d'échelle représente 200 nanomètres ici. Donc on voit que le diamètre de cette particule virale est tout juste inférieur à 250 nanomètres. Donc il a placé un peu sa limite de taille supérieure sur la taille du plus gros virus qui était connu à l'époque. Alors, pour la plupart des autres virus, le VIH, les polyomavirus, les tout petits parvovirus, la taille de la particule se situe quelque part entre 20 à 150 nanomètres de diamètre. Alors, il existe aussi en microbiologie des objets comme ceci. Et là, la taille, la barre de l'échelle représente 100 nanomètres. Donc, on voit que le diamètre de cet objet est environ 150 nanomètres. Et en termes de complexité de structure à l'intérieur, on ne voit pas quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça, ou ça. Mais en réalité, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. Ce sont une bactérie de la famille des mycoplasmes. Et la conclusion, donc, c'est que les plus petites des bactéries sont un petit peu descendent en dessous de cette limite proposée par Lvov qui était censée distinguer les virus des bactéries. Donc, les plus petites des bactéries sont de taille inférieure au plus gros virus. Et en plus, depuis qu'on a découvert les virus géants, comme les mimivirus ou le pandoravirus, la limite d'André Lvov a été vraiment explosée. Donc, le plus gros virus connu à ce jour, ce sont les pandoravirus. Ici, la barre d'échelle, c'est 200 nanomètres. Donc, cette particule-là a une taille de 1 micromètre de longueur et 500 nanomètres de diamètre. Et donc, on peut les observer, on peut les voir en microscopie optique, ce qui n'est pas le cas généralement des virus. Donc, dans une grande particule virale comme ça, on a un génome complexe avec 2,5 millions de paires de bases en ADN, codant pour environ 2500 gènes. Donc, on a des génomes assez complexes chez ces virus géants. À l'autre extrémité du monde viral, on a des tout petits virus, comme le PCV2 de la famille des Cercoviridae. Et ici, on a une particule virale qui a un diamètre de 17 nanomètres seulement. Et le génome à l'intérieur, il est composé d'un ADN simple brun circulaire de seulement 1768 nucléotides de longueur. Donc même pas 2 kilooctets de données dans son génome. Et là-dedans, on voit que le génome code pour 2 gènes seulement.
Et ça, c'est le minimum absolu pour n'importe quel virus. Il y a un gène qui code pour la protéine de capside, qui forme la particule virale, et un gène qui permet la réplication de l'ADN génomique. Donc, le strict minimum pour n'importe quel virus, c'est ça dans son génome. Un gène pour la protéine de capside et un gène qui aide pour la réplication virale. Donc ça, c'est un peu voilà, si on devait créer un virus, on mettrait ça dedans, au minimum. Donc ça, c'est le critère de la taille. Le deuxième critère de Lvov, c'était le mode de vie parasitaire. Donc tous les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, mais c'est pas non plus un critère qui permet de distinguer tous les virus de toutes les bactéries. Car il existe aussi des bactéries qui sont les parasites intracellulaires obligatoires. Donc c'est le cas pour Mycobacterium leprae qui est responsable de la lèpre et aussi des bactéries de la famille des Chlamydiae ou des Rickettsiae. Et dans tous ces cas, les bactéries ne poussent que à l'intérieur d'une cellule eucaryote qu'elles parasitisent, qu'elles parasitent. Et donc, il est impossible de pousser ces bactéries sur un bouillon de culture ou de les isoler sur une boîte de pétri standard. Mais néanmoins, chez les bactéries intracellulaires parasitaires, les bactéries font tourner leur propre métabolisme à l'intérieur de la cellule bactérienne et elles synthétisent leurs propres protéines à l'intérieur de la cellule. Tandis que chez les virus, le virus est totalement dépendant du métabolisme et de la synthèse protéique de la cellule infectée. Donc il y a une petite différence lorsqu'on regarde comment les bactéries parasitaires et les virus, qui sont les parasites intracellulaires, fonctionnent. Et la dernière chose qui est importante, c'est cette distinction entre le mode de réplication et de division cellulaire et le mode de réplication virale. Donc, si on considère n'importe quel organisme cellulaire, lorsque la cellule se divise, elle va s'agrandir, et puis à un moment donné, elle va se scinder en deux et libérer deux cellules filles. Donc, on peut imaginer que les virus feraient la même chose, auquel cas, lorsqu'on regarde une particule virale dans une cellule infectée, on pourrait imaginer que notre virus va s'agrandir, puis il va se scinder en deux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on regarde, à un moment donné, après l'infection de la cellule, le génome viral doit être libéré de la particule virale, et à ce moment-là, le virus en tant que tel n'existe plus, il n'existe que la cellule infectée, et dans la cellule infectée, le génome viral doit diriger l'expression des protéines virales, et une fois que l'on a les deux dans la même cellule, le génome et les protéines virales, les deux sont assemblés dans une nouvelle particule virale. Donc c'est un peu comme si on montait un meuble Ikea. Donc on va faire synthétiser tout un tas de composants par la cellule et on va les assembler pour fabriquer de nouvelles particules virales. Donc ce mode de réplication, c'est quelque chose de très différent qui met les virus totalement à part comparé aux cellules. Et c'est vrai, y compris pour les virus les plus complexes et les plus gros comme les pandoravirus. À un moment donné, lorsque la cellule est infectée, le génome viral est libéré et puis ensuite on fabrique des nouvelles particules virales. Donc, à la fin des années 1950, on a une définition plus claire de ce que c'est qu'un virus. Et pendant cette période-là, on a commencé à découvrir et à décrire de plus en plus de virus. Et donc la question a été posée, comment on va les classer? Donc dans un esprit de classification systématique. Et donc les experts en virologues
du monde entier se sont mis d'accord pour fonder le Comité international sur la taxonomie des virus, l'ICTV, qui a essayé de, dès que c'était possible, de regrouper différentes souches virales dans la même espèce, différentes espèces de virus au sein d'une même famille, et ainsi de suite. Et de 1961, c'était la publication du premier rapport de l'ICTV et la première classification de virus, jusqu'à environ 2010, on avait une classification qui était basée sur un mélange de caractères morphologiques en microscopie électronique et aussi donc comment la particule est constituée, à quoi elle ressemble la particule virale infectieuse, et aussi le type d'acide nucléique compris dont est constitué le génome. Et donc, on avait une classification jusqu'en 2010 qui était un peu comme ça. Donc, par exemple, pour le virus Ebola Zaïre, illustré ici, donc on considérait que cette espèce faisait partie du genre Ebolavirus. Le genre Ebolavirus faisait partie de la famille des Filoviridae et les particules virales avec une forme filamenteuse infectant des animaux avec une particule virale enveloppée, et les Filoviridae faisaient partie de l'ordre de Mononegavira. Les génomes, des virus avec un génome en ARN brun moins monocaténaire. Donc dans le nom, on a quelque chose qui nous indique le caractère qui a permis de poser la famille et l'ordre. D'accord? Et donc, on essayait de respecter les conventions de noms aux différents niveaux hiérarchiques. Donc, quand ça finit en AL, c'est une classification au niveau de l'ordre. Quand ça finit en Viridae, c'est une classification au niveau de la famille. Et pour genre et espèce, ça se termine en virus, mais lorsqu'on a quelque chose virus en un seul mot, c'est une classification au niveau du genre. Quelque chose virus, en des mots séparés, c'est une désignation de l'espèce. Donc jusqu'en 2010, c'était ça la norme, et c'est une classification phylogénétique, ce qui implique un ancêtre commun pour tous les mononégavirales, mais on était incapable de fixer des niveaux hiérarchiques supérieurs. Donc voilà, donc ça c'était la situation de la classification phylogénétique proposée par l'ICTV. Et un peu en parallèle, il y avait un autre type de classification proposée par David Baltimore, qui, dans un court article, a proposé que si on veut comprendre comment les virus se répliquent, la première chose à faire, c'est de les classer par leur type d'acide nucléique dans le génome. Et donc, il a proposé de séparer les virus avec un génome en ADN des virus avec un génome en ARN. Et chez les virus à ADN, il a proposé d'abord les distinguer entre le virus de classe 1 avec un génome en ADN double brun et les virus de classe 2 avec un génome en ADN simple brun. Pour les virus à ARN, il commence par faire la même chose. La classe 3, ce sont les virus avec un génome en ARN double brun. Mais pour les virus avec un génome en ARN simple brun, il a scindé la classification en deux en disant que la classe 4, ce sont les virus avec un génome en ARN brun plus, c'est-à-dire l'ARN génomique du virus code directement pour les protéines, tandis que les virus à ARN brun moins, il les mettait dans une classe à part, classe 5. Alors, initialement, il a proposé ces 5 classes de virus, en pensant qu'il avait décrit tous les cas de figure possibles. Or, en 1972, on découvre des rétrovirus, c'est-à-dire les virus qui ont de l'ARN
monocaténaire, en simple brin d'ailleurs, dans la particule virale, mais qui, dans la cellule infectée, se réplique via un intermédiaire en ADN. Et l'inverse, donc par exemple le VIH, c'est un rétrovirus. Et l'inverse est également possible. Le virus de l'hépatite B, par exemple, a de l'ADN dans la particule virale, mais qui se réplique via un intermédiaire en ARN. Donc, David Baltimore a été obligé de rajouter 2 classes à sa classification. Et souvent, ces deux-là, les virus de classe 6 et de classe 7, sont regroupés ensemble dans une catégorie qu'on appelle les virus à rétrotranscription, car pour tous les deux, à un moment donné, ces virus doivent recopier l'information génétique en ARN en ADN. Donc ça, c'était une grande surprise parce que l'existence de ce type de virus a un petit peu rompu ce qu'on appelait le dogme central de la biologie moléculaire, qui était énoncé par Francis Crick. Et le dogme central de la biologie moléculaire dit que l'information biologique passe de l'ADN à l'ARN jusqu'aux protéines. Or, ici, chez les rétrovirus, on a l'information biologique dans l'ARN qui est recopiée en ADN. Donc, on a le flux d'informations qui va dans le sens inverse. Donc, ça, c'est une grande surprise et une grande découverte qui a valu le prix Nobel en 1975 pour, pareil, David Baltimore et Howard Timmins qui avaient fait cette découverte. Alors, donc la classification de Baltimore, c'est quelque chose que tous les virologues connaissent. Il faut le connaître. Okay? Classe 1, c'est ça. Classe 2, c'est ça. Classe 3, etc. D'accord? C'est important à connaître. Alors, c'est important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'une classification fonctionnelle et c'est pas une classification phylogénétique. Donc, 2 virus peuvent faire partie de la classe 4 de Baltimore sans posséder un ancêtre commun. D'accord? Alors, la classification de Baltimore, il est souvent utilisé sur les sites web ou les bases de données sur les virus. Par exemple, le site Viral Zone, que je recommande vivement pour tout le monde, organise l'information sur le site comme ça. Donc, on regarde, il fait une première distinction entre virus à ADN, virus à ARN. Ça, c'est le classe 1 de Baltimore, le classe 2, le classe 3, classe 4, classe 5. Et 6 et 7, ben, ils sont à part là. D'accord? Donc, on utilise cette classification dans la base de données. Alors, donc on commence à comprendre les génomes des virus et on commence dans les années 60-70 à détailler les différentes étapes dans le cycle de réplication virale. Et le cadre un peu théorique que l'on développe, c'est que tous les virus doivent effectuer un certain nombre d'étapes lorsqu'ils se répliquent. Et le processus démarre par l'attachement du virus sur la cellule. Ensuite, le virus doit rentrer dans la cellule hôte. Et à un moment donné, le génome viral, ADN ou ARN, doit être libéré. Donc, le génome doit quitter la capside par un processus qui s'appelle la décapsidation. Et à partir de ce moment-là, le virus proprement parlant n'existe plus, il n'existe que la cellule infectée. Ensuite, le génome doit exprimer ses gènes, produire des protéines virales. Le génome doit être répliqué. Et lorsqu'on a généré un nombre suffisant de copies de génomes viraux et de protéines virales, on assemble les particules virales et qui doivent être libérées. Et donc, tout virus doit effectuer l'ensemble de ces étapes. Si on arrive à en bloquer une ou plusieurs de ces étapes, on bloque la réplication virale. Donc ça, c'est un peu le principe derrière le développement des médicaments antiviraux. Donc souvent, on a des molécules qui vont inhiber la réplication virale.
Les inhibiteurs de la transcriptase inverse du VIH, par exemple, c'est des antirétroviraux, ou des inhibiteurs de l'expression génique. Les inhibiteurs de protéase, c'est une autre classe qui vont bloquer une étape distincte du cycle de réplication. Lorsqu'on développe des anticorps contre un virus, on acquiert une immunité. On développe des anticorps qui vont se fixer sur la particule virale et qui vont bloquer cette première étape d'attachement sur les cellules et l'entrée. Et c'est pour ça que les anticorps nous protègent, parce que on bloque le cycle de réplication à cette première étape. D'accord? Alors, si je mets mon cycle de réplication à l'échelle humaine, je vais imaginer, imaginons que à la fin de ce cours-là, je vais sortir, je rentre dans ma voiture et je roule jusqu'au chantier naval à Saint-Nazaire. Et j'arrive à la poste de sécurité à l'entrée du chantier et je montre une fausse carte d'identité au gardien. Il dit, voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur machin, là, vous pouvez me faire rentrer. Donc je baratine le gars, il me croit, il me fait rentrer. Donc je roule, je vais jusqu'au bâtiment où il gère tout le site. Je sors de ma voiture, c'est la décapsulation. Je rentre dans les bureaux et je commence à convertir tous les employés dans les bureaux en copies conformes à Dorian McIlroy. Donc j'ai répliqué mon génome, j'ai généré un tas de Dorian McIlroy là. Et ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprogrammer tout le site de Saint-Nazaire. On arrête de faire la production de navires et de bateaux de croisière. On commence à produire des trucs pour fabriquer des voitures. Et donc, on crée tout un tas de petites voitures à moi. Et tous mes clones et moi, on rentre dans ces voitures et on quitte le site. Et en partant, on fait tout exploser. Et là, on va partir pour aller infecter d'autres sites industriels sur toute la France. D'accord? Donc ça, c'est le cycle de réplication lithique à l'échelle humaine. Donc, on va regarder un petit peu en plus de détails quelques-unes de ces étapes. Donc, pour l'attachement, l'objectif pour le virus, c'est de se fixer sur la bonne cellule, en quelque sorte. Et l'attachement est médié par une interaction spécifique entre une protéine d'attachement du virus, ou la glycoprotéine d'enveloppe pour le virus enveloppé, qui doit se fixer spécifiquement sur un récepteur, sur la cellule hôte. Donc, par exemple, la glycoprotéine de spike sur le SARS-CoV-2 se fixe sur le récepteur AS2 qui est exprimé sur les cellules épithéliales. Le GP120 du VIH se fixe sur le récepteur CD4. Les rhinovirus ou le virus de la poliomyélite, qui sont des virus non enveloppés, là, dans ce cas-là, ce sont les protéines de capsides qui, ensemble, font une site de fixation sur le récepteur ICAM1. Donc ici, ces trois récepteurs sont les protéines, mais beaucoup de virus utilisent des récepteurs glycaniques, par exemple le virus de la grippe. L'hémagglutinine, qui est une de ces glycoprotéines d'enveloppe, se fixe sur les structures glycaniques portant un acide sialique. Donc les récepteurs sur les cellules sont soit protéiques, soit glycaniques. Alors, la nature de la récepteur, c'est quelque chose d'important pour le tropisme du virus. Quel organisme, quelle espèce peut être infectée par le virus, et aussi, au sein de l'organisme infecté, quel type de cellules sera infecté et quel type de pathologie sera provoquée par le virus. Donc, le VIH s'attaque au système immunitaire parce qu'il utilise ce récepteur exprimé sur les lymphocytes T CD4+. Et c'est en les détruisant que le virus provoque la pathologie. Alors, une exception importante, ce sont les virus des plantes. Chez les virus des plantes, la paroi et la cuticule à l'extérieur des tissus de la plante constituent une barrière efficace contre l'infection virale. Et l'entrée de tous les virus des plantes nécessite un vecteur. Donc, soit un insecte qui va injecter des particules virales dans
le cytoplasme des cellules de la plante, ou au moins dans le phloème, ou alors des moisissures. Donc chez les virus des plantes, il n'y a pas vraiment de récepteurs spécifiques et l'entrée est médiée par les vecteurs, qui sont soit les insectes, soit les moisissures. Alors, après l'attachement, le virus, ou au moins son génome, doit rentrer dans la cellule. Et donc, pour les virus non enveloppés, quelque part, la capside doit permettre la sortie du génome viral. Donc, un exemple du virus de la poliomyélite, dont le nom systématique maintenant c'est enterovirus coxsackie-poll. C'est vrai. L'interaction avec le récepteur provoque la formation d'un pore qui traverse la membrane plasmique cellulaire et ensuite l'ARN viral est injecté dans le cytoplasme. C'est comme ça que le virus fait rentrer son génome dans la cellule. Pour les virus enveloppés, l'exemple qui est donné ici, c'est le virus de la dengue. Donc, on a l'attachement à la surface de la cellule. Ensuite, la particule virale sera internalisée par l'endocytose. Donc, ici, la particule virale est attachée à la membrane de l'endosome. La maturation de l'endosome va acidifier la lumière de l'endosome et c'est ce changement de pH qui va modifier la structure des glycoprotéines d'enveloppe et ces glycoprotéines d'enveloppe vont médier la fusion membranaire. Donc on va avoir une continuité entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endosome et du coup l'ARN génomique viral peut rentrer dans le cytoplasme. Et à ce moment-là, la cellule est infectée. Donc ça, c'était mes efforts pour illustrer le processus, mais c'est un peu mieux fait ici sur cette vidéo. Commence à être un peu vieux maintenant, mais je trouve qu'il est toujours super bien. Effectivement, le vidéo est un peu vieux, mais il me semble qu'il y a des vaccins qui sont en essai clinique actuellement. Donc, on a notre particule virale qui se fixe sur son récepteur, qui est internalisée par endocytose. Donc, la particule virale est maintenant dans un endosome. Lors de la maturation de l'endosome, on a une diminution du pH. Et là, on voit un changement de conformation des glycoprotéines d'enveloppe. Donc, si vous avez vu au départ, toutes les glycoprotéines d'enveloppe sont à plat sur la surface de la particule virale. Et avec l'acidification, elles se mettent comme ça. D'accord? Donc, on a ces sortes de petits doigts sur les glycoprotéines d'enveloppe du virus qui pointent vers le haut. Et ces pointes des doigts ici comprennent des acides aminés, des domaines qui sont très hydrophobes. Ils vont s'insérer dans la membrane de l'endosome. Donc, on a les doigts, donc ça c'est l'enveloppe virale, ça c'est la membrane de l'endosome. Les doigts vont se pointer ici, s'insérer dans la membrane de l'endosome. Et puis tout le truc, il va se replier sur lui-même. Et physiquement, le repliement de cette protéine va approcher la membrane de l'endosome à l'enveloppe virale et à un moment donné, les deux vont fusionner. Donc on a ce qu'on appelle la fusion membranaire et à partir de ce moment-là, ça fait une sorte de pore entre les deux membranes qui s'agrandit. Et à ce moment-là, c'est l'ARN viral qui peut s'échapper et rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Et ça y est, la cellule, elle est infectée. Donc, tout virus enveloppé doit à un certain moment provoquer la fusion membranaire. Ok, donc on a eu l'attachement via un récepteur, on a l'entrée du virus d'une façon ou d'une autre,
Ensuite, ce qui se passe, ça dépend de la nature du génome du virus. Donc, je ne vais pas raconter tout ça en détail, mais globalement, chez les virus à ADN, le génome du virus est en ADN, la réplication va se passer là où la cellule a son ADN, c'est-à-dire dans le noyau. Donc, pour la grande majorité des virus à ADN, il y a des exceptions. La réplication et l'expression des gènes se passent dans le noyau. Et aussi l'assemblage des particules virales. Chez les virus à ADN et chez les rétrovirus, certains sont capables de rentrer dans la latence. Et lors d'un cycle latent, ce qui se passe, c'est que après l'attachement et l'entrée, le génome va persister dans la cellule infectée en exprimant uniquement un faible nombre de gènes viraux. Donc, il n'y a pas d'assemblage de particules virales et il n'y a pas de libération de particules virales. Donc, le virus reste là, caché à l'intérieur de la cellule. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'un stimulus va réactiver les formes latentes du génome et donc on aura une augmentation de l'expression génique, une réplication active du génome, la formation de nouvelles particules virales et leur libération. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre le cycle de réplication sur pause pendant un temps qui peut être très long, les années ou les décennies, et un stimulus externe va réappuyer sur Start. Et puis on redémarre un cycle de réplication lytique. Donc uniquement les virus à ADN ou les rétrovirus sont capables de faire ça. Pour les virus à ARN, de façon générale, le site de réplication, ça va être dans le cytoplasme, là où l'ARN est là où se trouvent les ribosomes. Donc pour les virus à ARN de classe 4, classification de Baltimore, tout se passe dans le cytoplasme. Et c'est globalement vrai pour les autres virus à ARN également. Pareil, il y a une ou deux, et il y a quelques exceptions, mais globalement, ça se passe dans le cytoplasme. Et pour les rétrovirus, c'est un peu compliqué, c'est un mélange un peu des deux. Donc, après l'entrée, le génome doit être recopié en ADN. Il va s'insérer dans le génome de la cellule infectée. Donc, la réplication, l'expression se passe dans le noyau. Mais l'assemblage des particules virales va se faire dans le cytoplasme. Donc, on a une partie du cycle de réplication qui est dans le noyau et une autre partie, l'assemblage et la libération, qui est dans le cytoplasme. Alors, à la fin, l'assemblage et la libération. Globalement, chez les virus, on dit qu'il y a deux mécanismes de libération. Souvent, pour les virus nus, on va libérer des particules virales par la lyse de la cellule, tandis que pour les virus enveloppés, on va libérer des particules virales par le bourgeonnement à une membrane cellulaire. Donc, c'est-à-dire que les capsides vont s'accumuler ou voire se former sous la membrane cellulaire et petit à petit, la particule sera extrudée ou sera libérée par bourgeonnement à la membrane. Et on peut visualiser ces deux processus en microscopie électronique. Donc ici, il s'agit d'un virus qui infecte des chlorelles, des algues eucaryotes unicellulaires. Donc c'est un virus à ADN qui se réplique dans le noyau, qui forme ses particules dans le noyau. Donc on aura une accumulation de particules dans le noyau et à un bout d'un moment, la cellule est lysée et les particules virales s'échappent. Pour le VIH, c'est un virus enveloppé. Donc, la libération commence par l'accumulation de protéines sous la membrane cellulaire. On aura une sorte de particule qui se forme petit à petit et qui, finalement, va être libérée à partir de la membrane plasmique. Donc, globalement, pourquoi j'ai passé du temps pour vous expliquer tout ça? C'est que, en général, les mécanismes d'attachement et d'entrée des virus et les mécanismes de libération dépendent
de la structure de la particule virale. Et comment le virus organise et effectue sa réplication, ça dépend de la classe de Baltimore, de type de acide nucléique dans son génome. Donc, si on connaît ces deux choses-là, on peut avoir une idée comment le virus va faire pour se répliquer. OK? Donc là, par exemple, ici, le virus de la fièvre jaune, si on sait que c'est un virus enveloppé de la classe 4 de Baltimore, on peut avoir une idée comment il va faire pour entrer dans la cellule, se répliquer et quitter la cellule. Donc, classe 4 de Baltimore, c'est un virus à ARN brun plus. Alors, l'attachement et l'entrée. Tout le monde est prêt pour lever la main, là? Donc, qui dit que l'attachement et l'entrée va dépendre des protéines de capside? Une personne. Qui dit que ça va dépendre des glycoprotéines d'enveloppe? Plusieurs personnes. C'est ça, c'est glycoprotéines d'enveloppe. Virus enveloppé, l'attachement et l'entrée dépendent de la glycoprotéine d'enveloppe. D'accord? Alors, pour la réplication du génome, qui dit que ça va avoir lieu dans le cytoplasme? Quelques personnes. Qui dit que ça va avoir lieu dans le noyau? Une personne. Alors, classe 4 de Baltimore, virus à ARN, il se réplique dans le cytoplasme. Virus à ADN, dans le noyau. De façon générale. Il y a quelques exceptions, mais généralement, c'est ça. Et la libération des particules virales à la fin du cycle, qui dit que ça va lyser des cellules, qui dit que les particules sont... Oh, une ou deux personnes. Qui dit que ça va être par bourgeonnement. Correct. Virus enveloppé, libération par bourgeonnement. OK? Donc, si on connaît ces deux trucs-là, on peut avoir une idée comment font les virus pour se répliquer. On va faire un autre, hein, maintenant qu'on a compris comment ça marche. Alors, les adénovirus, virus non enveloppés de la classe 1 de Baltimore. Alors, cette fois-ci, l'attachement et l'entrée va dépendre de qui dit protéine de capside, qui dit glycoprotéine d'enveloppe. Personne. Protéine de capside. Non, c'est déjà passé. Donc, oui, c'est les protéines de capside qui sont importants ici. La réplication va avoir lieu, qui dit dans le cytoplasme? Qui dit dans le noyau? Oui, c'est le noyau, virus à ADN dans le noyau. Et la libération va se faire par, qui dit lyse? Oui, c'est vrai. Si vous avez l'allié dire bourgeonnement, c'est pas vrai. OK? Donc, c'est pour ça. Donc, si on comprend un petit peu comment ça, le processus, avec une idée de base sur la structure de la particule virale et la structure de son génome, on peut visualiser comment le virus va faire pour se répliquer. OK, donc ça nous a donné la moitié du cours sur une bonne compréhension théorique sur la réplication virale. Donc, on va reprendre un petit peu notre parcours historique sur la découverte des virus. Et le prochain chapitre, c'est la découverte du VIH et l'utilisation des techniques de la biologie moléculaire pour détecter et manipuler des virus. Alors, le VIH est le virus qui provoque le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, et les premières descriptions cliniques d'un cluster de cas datent de 1981 dans une petite note publiée dans ce rapport hebdomadaire de mortalité et morbidité. C'est ça le MMWR. Donc, c'est juste un petit rapport, 5 jeunes hommes homosexuels qui sont hospitalisés pour une pneumonie à pneumocystis carinii avec 2 des 5 qui meurent. Et lorsqu'on regarde un petit peu leurs antécédents, tous les 5 avaient des infections au cytomégalovirus et une infection au candida. Donc, une sorte de susceptibilité aux infections
que l'on n'observe pas généralement chez des jeunes hommes sont vraiment d'autres facteurs de risque connus. Donc, on commence à identifier un nouveau syndrome clinique. Dans les 2 années qui suivent, on essaye d'investiguer un petit peu quelle est la cause de cette nouvelle maladie et on identifie les chaînes de transmission entre des personnes qui avaient le sida et qui ont, semble-t-il, transmis la même maladie à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était important, c'était la première indication qu'il s'agissait d'une maladie infectieuse. Et on a aussi identifié que chez toutes les personnes touchées, leur taux de lymphocytes T CD4 circulant était vraiment dans les chaussettes. Une perte de lymphocytes T CD4 qui sont importantes pour les réponses immunitaires, c'est ça qui explique la sensibilité aux infections. On n'a pas réussi à cultiver une bactérie chez ces individus. Donc, on soupçonne peut-être que ce n'est pas une infection bactérienne, c'est peut-être une infection virale et un nouveau virus. Donc, 2 équipes commencent, plus que 2, mais principalement les 2 équipes qu'on va regarder. Donc, plusieurs équipes commencent à chercher ce nouveau virus, dont l'équipe de l'Institut Pasteur, dirigée par Luc Montagnier. Donc, petite équipe, Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi. Et leur concurrent américain, c'est l'équipe de Bob Gallo au NIH aux États-Unis, avec le chercheur principalement impliqué qui est Mikuláš Popovič, qui fait la plupart des manips. Et Robert Gallo, c'est l'expert mondial des rétrovirus humains, parce que c'est lui qui a découvert le premier rétrovirus humain. Donc, les 2 équipes cherchent le virus responsable du sida. Et c'est l'équipe de Pasteur qui va publier en premier. Alors, quelle est leur procédure? Ils font l'isolement des virus en culture cellulaire par une approche un peu classique, c'est-à-dire qu'ils prennent un échantillon chez un patient et une chose qui était un peu particulière, c'est que d'autres équipes avaient essayé d'isoler le virus à partir du sang, des choses comme ça n'a pas vraiment marché. L'équipe de Pasteur prend un ganglion lymphatique chez un patient qui a atteint d'une lymphadénopathie, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques sont gonflés. Donc, il se passe quelque chose dans le ganglion. Alors, et le ganglion lymphatique, il est plein de lymphocytes T CD4. Donc, il y a des cellules susceptibles dans cet organe, dans ce tissu. Donc, ils prennent le ganglion, ils l'écrasent pour libérer des cellules et ils le mettent en culture avec le PHA et le TC, un facteur de croissance de lymphocytes T. Donc, ces 2 trucs-là sont pour stimuler la croissance de lymphocytes T, s'ils sont là, pour les permettre de pousser et comme ça, le virus va avoir des cellules à infecter. Ici, un anticorps anti-interféron. Ça, c'est super intelligent, ça, parce que l'interféron, ça fait partie, c'est une partie importante de nos défenses antivirales. Et lorsqu'on a une infection virale qui s'installe dans nos cellules, des cellules libèrent l'interféron et ça bloque la réplication virale. Donc, ils se disent, on va inhiber ça et ça va permettre notre virus de se répliquer. Et ça marche. Donc, ils arrivent à cultiver le virus et ils le prennent en photo en microscopie électronique. Et aussi, Françoise Barré-Sinoussi, elle effectue quelques expériences pour démontrer qu'il s'agit d'un rétrovirus. Donc, il publie ses observations en disant qu'on a trouvé un nouveau rétrovirus qu'ils appellent le lymphadénopathie virus parce qu'il venait d'un patient avec une lymphadénopathie. Donc, le premier nom du VIH, c'était le LAV. Alors, pendant ce temps-là, l'équipe au NIH, ils font leur manip, ils ne trouvent que l'HTLV1, le virus qu'ils avaient déjà trouvé. Donc, ils demandent à l'Institut Pasteur, bon, nous, on ne trouve rien, est-ce que vous pouvez nous passer vos réactifs? Donc, dans un esprit de coopération scientifique, l'équipe de Pasteur envoie
un échantillon de son virus à l'équipe du NIH pour faire avancer la science. Et l'année suivante, l'équipe du NIH publie un rapport, voilà, publie des résultats en disant que nous aussi, on a isolé un nouveau rétrovirus qu'ils appellent cette fois-ci le HTLV3. Ils publient leurs photos. Et donc, on a deux candidats pour le virus du sida. Le LAV de l'Institut Pasteur et l'HTLV3 isolé par le NIH. Et là, on commence à se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que c'est le même virus isolé par deux laboratoires? Si c'est deux choses différentes, lequel est le vrai virus du sida? Tout ça, c'est aussi une histoire de gros sous. Enfin, c'est une histoire de renommée pour les scientifiques concernés, mais c'est aussi une histoire d'argent parce que la mise au point de tests de dépistage dépend de la disponibilité de protéines virales. Et si on a découvert le virus, on peut se faire payer, on reverse un peu de la prix de l'achat de chaque kit de dépistage. Donc ça vaut beaucoup d'argent, ça. Et donc ça commence à devenir une grosse dispute légale entre l'Institut Pasteur et le NIH, qui est une agence fédérale américaine, qui se solde un peu par un accord entre les gouvernements français et américains. Ils décident de diviser le revenu par deux, en gros. Donc c'est un truc très très important. Alors, un Institut Pasteur, on cherche à établir la séquence du génome du virus et 2 ans plus tard, c'est publié par Simon Wayne Hobson. Et on séquence le virus de l'Institut Pasteur, le LAV, le virus du NIH, le HTLV3, et on trouve, à la grande surprise, que c'est exactement la même chose. C'est identique, c'est la même souche de virus. Donc, on exit le LAV, exit le HTLV3, on renomme le virus le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Et la conclusion de ces recherches, c'est quoi? C'est que le virus isolé par l'équipe de Bob Gallo, c'était en fait le virus de l'Institut Pasteur qu'il leur avait envoyé. Et on n'a jamais vraiment compris ce qui s'était passé à l'intérieur du laboratoire de Bob Gallo. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'était que ils techniquaient les deux en même temps. Ils avaient des échantillons de patients chez lesquels ils essayaient de cultiver le VIH et ils cultivaient en même temps le virus de l'Institut Pasteur dans un autre flacon. Et à un moment donné, dans les manips, le flacon avec le virus de l'Institut Pasteur infecte les prélèvements de patients. Et ils réisolent le même virus à partir de ce prélèvement clinique. Donc, sans le faire exprès, ils ont une contamination en interne dans leur labo et ils se trompent en disant qu'ils ont identifié un nouveau virus. Donc, 25 ans plus tard, la découverte du VIH a été récompensée par le prix Nobel pour Françoise Barré-Sounussy et Luc Montagnier, pas Bob Gallo. Et en parallèle, le prix est partagé avec Harald Zurhausen, qui a mis en évidence le rôle des papillomavirus humains dans le cancer du col de l'utérus. Donc, c'était aussi une découverte en virologie très importante. Donc voilà, donc découverte du VIH, un petit peu le controverse qui était autour de cette découverte, mais en termes de technique, on a déployé des techniques classiques de la virologie. On prend en prélèvement le tissu chez l'individu infecté, on met ça sur des cultures de cellules et on isole le virus. Et à partir des années 1980, les choses commencent à se changer. Parce que en 1985, on a la description de nouvelles techniques en biologie moléculaire, la réaction de polymérase en chaîne, la PCR. C'est ce qui nous permet de amplifier n'importe quelle séquence d'ADN ou d'ARN et d'amplifier les quantités.
Et ça, c'est une découverte qui a valu le prix Nobel à Kary Mullis, qui était l'inventeur de cette technique. Et cette technique a eu énormément d'impact sur la virologie. Donc, en premier lieu, il a permis la découverte de nouveaux virus. Par exemple, le virus de l'hépatite C a été identifié par une approche moléculaire, même s'il était impossible de cultiver ce virus. Et la PCR permet de dépister, détecter et de quantifier les virus. Donc, quand on avait la COVID-19, c'était les tests par PCR qui étaient les plus sensibles. Donc, PCR, on peut amplifier n'importe quelle séquence d'ADN ou d'ARN viral. Si elle est présente en toute petite quantité, on peut l'amplifier, on obtient une quantité importante. Et la deuxième avancée technique importante en virologie, c'est ce qu'on appelle la génétique inverse. Et la génétique inverse permet de produire un virus infectieux à partir de l'ADN ou de l'ARN viral. Donc, c'était fait initialement chez les bactériophages, mais pour les virus des animaux, la première fois qu'on a réussi cette prouesse technique, c'était lors de la production du virus de la poliomyélite à partir d'un ADN plasmidique. Donc, l'idée ici, c'est que si on a tout le génome du virus de la poliomyélite dans un ADN plasmidique, on peut transfecter ça dans des cellules. Les cellules vont commencer à transcrire cet ADN en ARN et l'ARN viral va diriger la production de nouvelles particules virales. Donc, dans les années 80-90, on développe des systèmes de génétique inverse pour divers virus. Et c'est un outil vraiment très important en virologie parce que si on veut savoir comment fonctionne une protéine virale, on peut induire telle ou telle mutation dans un plasmide qui code pour cette protéine-là, et à partir de ce plasmide, on génère les virus qui vont avec. Et on peut observer qu'est-ce que ça fait pour la réplication virale, la mutation qui nous intéresse. Et de façon générale, et en plus, ce que ça veut dire, c'est que si on connaît la séquence du génome viral, on peut générer le virus infectieux. Parce qu'on peut synthétiser de l'ADN et tout ça, et à partir d'une information juste, même pas biologique, une séquence codée d'ADN sans un fichier informatique, techniquement, maintenant, il est possible de générer un virus infectieux avec ça. On fait synthétiser l'ADN, on clone dans un vecteur qui est pertinent, on transfecte dans les cellules, et les cellules vont nous fabriquer le virus. Alors, Vincent Racaniello, il est très connu actuellement parce qu'il fait un podcast hebdomadaire qui est super bien. Alors, il a écrit un super manuel de virologie et il est l'hôte d'un podcast qui s'appelle This Week in Virology. Est-ce que vous voulez que je fasse la voix de Vincent Racaniello? Non? Oui? OK. Parce que chaque semaine, il démarre pareil, là. Et c'est un peu Hi, I'm Vincent Racaniello, and you're listening to This Week in Virology, the podcast about viruses, the kind that make you sick. Et toutes les semaines, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, vous écoutez, vous allez voir que c'est pile, c'est ça. C'est exact, OK? Donc, mais c'est intéressant, il a toute l'actualité de la virologie, il passe ça sur son podcast. Alors, donc on est dans les années 90, fin des années 90, on a la PCR, on a les techniques de génétique inverse. Et donc avec ces nouveaux outils, on essaie de ressusciter le virus de la grippe espagnole. Et ça commence par une publication par Jeffrey Taubenberger qui implique la technique de PCR sur du matériel archivé par l'armée américaine. Donc, ils ont conservé des blocs de tissu, dont du formol, de 7 soldats morts en 1918-19, tués par la grippe espagnole.
Donc, Jeffrey Taubenberger, il développe les techniques de PCR qui permettent d'amplifier des courtes séquences à partir même d'échantillons très très anciens. Et il obtient quelques petits bouts de séquences qu'il publie en 1997 dans Science. Alors, qu'est-ce qui va lire cet article? Mais c'est Johan Hultin, le mec qui est allé en Alaska en 1951. 45 ans plus tard, le mec, là, il lit encore Science. Et donc, il lit l'article et il contacte Taubenberger et il dit hey, vous savez, nous, on est allé en Alaska, on a trouvé les cadavres des gens tués par le virus de la grippe espagnole. Peut-être vous pouvez y aller et vous arriverez à avoir tout le génome complet. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils font ça. Donc, ils retournent en Alaska, ils revisitent les sites et dans les années qui suivent, ils obtiennent la séquence du génome complet du virus de la grippe espagnole qui circulait il y a une centaine d'années. Et à partir de ça, on peut tenter de reconstituer le virus avec les techniques de la génétique inverse. Donc, c'est ce qu'ils font et c'est extrêmement dangereuse comme manipulation. Donc, il fallait faire tout ça dans des niveaux de biosécurité très élevés avec l'expérimentateur dans le cabinet complet comme ça. Et tout le monde qui était impliqué dans le projet prenait un traitement antiviral prophylactique pour éviter que s'ils s'infectaient par erreur lors de leur manip, ils allaient être protégés. Donc, on obtient ce virus-là et on teste sa pathogénicité chez la souris. Donc ici, ce sont les résultats. On a infecté des souris à jour 0, soit avec un virus qui circulait en 1991, soit avec 2 souches qu'ils ont obtenues du virus de la grippe espagnole. Donc les souris infectées avec le virus de la grippe circulant actuellement, elles survivent toutes. Les souris infectées par le virus de la grippe espagnole, elles sont toutes mortes en une semaine. Donc, conclusion, ce virus était vraiment plus pathogène que le virus de la grippe qui circule actuellement. D'accord? Donc, c'était vraiment une souche très sévère. Donc, on finit par résoudre un petit peu cette question. Ouais, bah, j'ai un peu de temps, donc je vais raconter ça. Donc, les autres trucs, c'est quoi? C'est que ils ont aussi créé des virus un petit recombinant avec un certain nombre de gènes du virus de la grippe espagnole et un certain nombre de gènes du virus de la grippe actuel. Et si on met uniquement l'hémagglutinine, ben, ils ont trouvé que dans leurs expériences, il n'y avait pas de pathogénicité accrue. Mais s'ils avaient créé un virus avec 5 gènes du virus de la grippe espagnole et 3 gènes du virus de la grippe actuel, ben, on avait quelque chose qui était très pathogène quand même. Donc, donc ça, c'est le début des expériences pour comprendre pourquoi le virus de la grippe espagnole était si pathogène. Donc, quel gène était important et combien il fallait pour avoir un virus très, très dangereux. Alors, donc depuis l'an 2000, on a un petit peu l'époque moderne actuelle de la virologie avec l'apport des nouvelles technologies de séquençage d'ADN. Donc, le séquençage d'ADN a démarré avec la technique dite de Sanger, 1977. Et d'ailleurs, le premier génome séquencé, c'était le génome d'un bactériophage, un virus infectant les bactéries. Ensuite, tout le monde utilise la technique de Sanger pendant presque 30 ans. Mais à partir de 2005, on commence à avoir ces nouvelles techniques de séquençage d'ADN où on peut séquencer des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de courtes séquences d'ADN ou d'ARN viral. Et ça devient de moins en moins cher avec des équipements qui sont de plus en plus performants et il devient possible de séquencer tout ce qui bouge. Et c'est ce que font les microbiologistes. Et avec l'avancée des techniques en séquençage, on peut voir qu'il devient plus facile de séquencer des génomes des virus. Donc, si on regarde le VIH, sur le progression historique,
on a identifié les premiers cas des malades en 1981. On isole le virus en 1983. Et il a fallu encore 2 ans pour séquencer le génome. Donc 4 ans entre découvrir la maladie et séquencer le génome. 20 ans plus tard, il y a l'épidémie de SARS-CoV-1 au sud de la Chine. En février 2003, on a identifié les premiers clusters de cas, mais il a fallu que 3 mois pour séquencer le génome. Mais on a isolé le virus au bout de 2 mois. Donc c'est un processus plus rapide ici. Donc on est passé de 4 ans à 3 mois. Et pour le SARS-CoV-2, on a eu les premiers cas vraiment identifiés en décembre 2019. Le 11 janvier 2020, le séquence du génome était déterminée et postée en ligne. Donc là, on est moins d'un mois entre détection d'une maladie et l'obtention de la séquence du génome du virus. Et ça, c'est grâce aux avancées technologiques. Donc, comme je disais, on commence à séquencer un peu tout ce qui bouge et on finit par découvrir beaucoup plus de virus dont on soupçonnait même pas l'existence. Donc, pour la famille des Polyomaviridae, en 1971, on avait découvert 2 polyomavirus humains et pendant plus de 30 ans, c'est tout ce qui existait. Mais depuis, avec ces nouvelles techniques de séquençage, on a découvert 14 nouveaux polyomavirus humains qui ne provoquent pas de maladie, donc c'est pour ça qu'on ne les avait pas découverts. Et ça pose un gros problème pour la classification. Parce que avec ces techniques de séquençage, tout le monde génère des milliers et des dizaines de milliers de séquences de génome de nouveaux virus. Et l'ICTV a dû s'adapter un petit peu à ça. Et donc, depuis 2010, on a une sorte de révolution dans la classification virale avec les virus maintenant qui sont classés par les homologies de séquences ou le fait qu'ils partagent certaines structures protéiques conservées. Et il y a un effort d'essayer de regrouper différentes familles de virus et de créer des niveaux taxonomiques au-dessus de l'ordre et de standardiser les noms taxonomiques pour les rendre un peu plus compatibles avec tous les autres noms en latin en biologie. Donc, on retrouve notre exemple de virus Ebola Zaïre, tout le monde le connaît un peu sous ce nom-là. Maintenant, son nom officiel, c'est le ortho-ebola-virus zairense, avec le nom du genre et le premier mot dans le nom de l'espèce, c'est le genre, et le deuxième mot, c'est quelque chose qui désigne l'espèce. On garde la famille des Filoviridae, on garde l'ordre des mononégavirales, mais au-dessus de ça, on a regroupé différentes ordres dans des classes. Les classes de Monjoviri7 fait partie du phylum de Negarnaviricota et ainsi de suite. Donc ça, c'est relativement nouveau. Et je pense que la plupart des virologues, ils savent ce que c'est qu'un mononégaviral. Si on leur demande c'est quoi un Monjoviri7, pas sûr quoi. Et si je demande à tout le monde comment on appelle ce virus-là, tout le monde va me dire c'est le virus Ebola Zaïre. Donc on ne connaît pas vraiment ces noms taxonomiques officiels parce que c'est nouveau. Alors, en parlant de virus Ebola Zaïre, la dernière il y a eu des foyers de cas encore récemment, mais le dernier et le plus grande épidémie qu'on ait jamais connue, c'était une épidémie qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Et c'était la première fois qu'on a pu déployer ces techniques de séquençage nouvelle génération pendant une épidémie pour suivre l'évolution virale pratiquement en temps réel. Et donc ça, c'était grâce à ces petits appareils de séquençage, le Mignon, qui sont de cette taille-là. On peut mettre l'échantillon là-dedans et ils envoient les données de séquençage sur un petit PC portable.
Et donc, on peut transporter un laboratoire de séquençage à haut débit juste avec ce qu'on amène sur l'avion. Et on a fait ça, on a installé un laboratoire avec des appareils de PCR ici pour amplifier les génomes et puis des stations de séquençage mignons. Juste dans un petit endroit où il n'y avait pas de laboratoire de séquençage avant. Donc, on fait ça. Et là, c'est un peu comment ça marche le système. Donc, je ne vais pas vous passer ça, mais si vous vous intéressez, vous pouvez regarder. Il explique comment fonctionne le séquençage mignon. Et l'importance de ce type d'approche, c'était de comprendre les chaînes de transmission du virus pendant l'épidémie. Parce que avec les séquences du virus, on peut établir les arbres phylogénétiques comme un mécanisme de l'évolution, et les arbres phylogénétiques nous disent qui est le plus proche parent de qui. Donc si j'ai un cas en Libéria et 2 semaines plus tard, j'ai un cas en, je pense que c'est le Guinée, on peut savoir s'ils sont liés ou pas avec l'approche phylogénétique. Et donc, on peut reconstruire les chaînes de transmission. Et avec cette information, on a pu voir très très vite que la plupart des chaînes de transmission sont courtes. Les gens avec un contact direct avec un malade ou la dépouille de quelqu'un qui était tué par la maladie. Mais des fois, on a des grands sauts qui démarrent de nouvelles chaînes. Et là, ils ont mis cette vidéo il y a une dizaine d'années que je trouve toujours super bien fait. Je suis bien content qu'il est encore disponible. Donc, on commence avec les premiers cas. Donc, le temps, il défile ici avec l'ensemble des séquences séquencées et l'endroit où ils étaient. Donc, on a des clusters de cas, beaucoup de cas ici, ça circule, et de temps en temps, hop, tu as des grands sauts ici. Là. Ça, c'est quelqu'un de malade qui a pris le bus, qui est allé d'une ville à l'autre. Pendant la phase, et on a énormément de cas, on met en place des moyens de contrôle pour essayer d'enrayer, de bloquer les cycles de transmission. Donc, il y a moins de cas. On arrive à nouveau une longue saut. Et petit à petit, on arrive à étouffer la transmission de ce virus. Et en fin 2007, voilà, on a les dates là, juin, juillet 2015. On n'a pas totalement étouffé le virus, mais petit à petit, au cours de l'année 2015, on finit par totalement arrêter la transmission de ce virus. Donc ça, c'est le premier cas où on avait le déploiement de ces nouvelles technologies de séquençage à haut débit pour suivre la progression d'une épidémie en temps réel. Ah ben d'ailleurs, je vais terminer en avance là, c'est fou. Non, à peu près. Donc, si on revoit ça en résumé, donc on a une centaine d'années, 120, 130 années de virologie, avec initialement, première chose, la filtration. Et à chaque fois, on a une avancée technique qui nous permet d'avancer. D'accord? Si on n'a pas de nouvelles techniques en biologie, on n'avance pas à notre connaissance. Donc en virologie, c'est quoi les techniques? La filtration, c'est la première technique qui a permis vraiment de comprendre que certaines maladies étaient provoquées par un type de micro-organisme distinct des bactéries. Donc c'est ce qui a donné la première définition de ce que c'est qu'un virus, un agent filtrable. La découverte de bactériophages a permis d'inventer, de mettre au point les techniques de culture et d'isolement et dénombrement de particules virales infectieuses avec les travaux de Félix Terrel. La culture sero-embryonnée a permis d'isoler plusieurs virus des animaux. Et ensuite, microscopie électronique, on peut voir les virus pour la première fois. 1951, on peut purifier les virus par l'ultracentrifugation. Et à partir de 1950, on dispose de la culture cellulaire qui permet d'isoler et d'étudier
plusieurs virus des animaux. Et à partir des années 1980, on est dans l'ère biologie moléculaire, c'est les techniques de séquençage, de PCR, qui avancent notre compréhension. Et aussi, la génétique inverse, c'est ce qui nous permet de passer de la séquence d'un virus à un virus infectieux. Une chose à ne jamais oublier, mais je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça là, bizarre, c'est que les virus sont partout. On focalise souvent sur les virus humains parce qu'ils nous rendent malades, mais tous les animaux ont des virus, toutes les plantes ont des virus, les bactéries et les archéobactéries sont également infectées par les bactériophages et les invertébrés aussi souffrent d'infections virales. J'étais assez étonné de voir que le premier virus qui infectait spécifiquement des insectes était découvert qu'en 1975. C'est un peu une surprise pour moi. Et on va terminer par notre question qu'on avait au départ. Les virus sont-ils vivants ou pas pour voir si on a changé d'avis? On peut faire la main levée peut-être, ça va aller? Parce que sinon ça va juste prendre un peu de temps. Alors, les virus sont-ils vivants? Qui dit oui maintenant? Qui dit non? Qui dit quelque part entre les deux? Ok, c'est devenu pratiquement unanime là. Tout le monde pense ça. Ok, bon merci de votre attention et puis. Wow. Et n'oubliez pas This Week in Virology. Je recommence ça.